à notre formation du jour. Nous allons aborder le principe 52 du livre Le succès selon Jack. Et le principe 52 est intitulé « Dans le doute, vérifier ». Il y a peut-être un substitut au fait véridique, mais si une telle chose existe, je ne la connais pas. Jean-Paul Getty, auteur de Comment être riche. Un trop grand nombre de gens perdent un temps précieux à se demander à quoi pensent les autres, quelles sont leurs intentions ou ce qu'ils sont en train de faire, au lieu de leur demander simplement des éclaircissements. Ils formulent des hypothèses qui leur sont habituellement désavantageuses. Ils fondent ensuite leurs décisions sur de pures spéculations. Par contre, ceux qui ont du succès ne perdent pas de temps à supposer ou à interpréter. Par contre, ceux qui ont du succès ne perdent pas de temps à supposer ou à interpréter. Ils vérifient simplement les faits. Je me demande si, ou est-il possible de, ou pensez-vous que. Ils ne craignent pas le rejet. Ils interrogent alors les autres. Devant l'incertitude, on imagine toujours le pire. Quel est le problème fondamental lorsqu'on fait des suppositions? En général, il provient du fait que les gens sont effrayés par ce qu'ils ne connaissent pas. Plutôt que de vérifier les faits, ils laissent leur imagination s'enflammer et ils érigent un système de préjugés autour des hypothèses. Ils prennent de mauvaises décisions en fonction de présomptions, de rumeurs et de l'opinion présumée des autres personnes. Si vous êtes au courant de tous les faits réels au sujet d'une personne, d'une situation, d'un problème ou d'une occasion, vous pourrez prendre une décision solide basée sur la réalité plutôt qu'en fonction de vos préjugés. Je me souviens d'un séminaire où l'un des participants, assis tout au fond de la pièce, donnait l'impression de vouloir être ailleurs. Il paraissait hostile et replié sur lui-même. Les bras croisés sur la poitrine, il affichait une mine renfrognée et semblait en désaccord avec tout ce que je disais. Je savais que si je n'y prêtais garde, je finirais par concentrer toute mon attention sur lui et son hostilité apparente au détriment des autres participants. Comme vous pouvez l'imaginer, aucun conférencier n'aime apprendre qu'un membre de l'assistance a été forcé par son supérieur d'assister au séminaire, qu'il est mécontent du contenu présenté ou pire encore, qu'il nourrit une antipathie personnelle à l'endroit de l'animateur. D'après le langage corporel de cette personne, il m'aurait été facile de supposer que l'une de ces hypothèses était réelle. J'ai plutôt décidé de tirer la situation au clair. J'ai abordé l'individu au visage maussade lors de la première pause en lui disant « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous ne sembliez pas être à votre place ce matin. Je me suis dit que l'atelier ne correspondait peut-être pas à vos attentes. Ou peut-être votre patron vous a-t-il forcé d'y assister et vous ne vouliez pas vraiment être ici. Je suis seulement un peu perplexe. » Subitement, son comportement se modifia du tout au tout. Il s'exclama « Oh non, j'aime bien tout ce que vous dites. J'aime bien tout ce que vous dites. Mais j'ai l'impression de couver une vilaine grippe. Je ne voulais pas rester à la maison car je savais à quel point cette expérience serait valable pour moi. J'ai besoin de toute ma concentration pour ne rien manquer, mais cela en vaut vraiment la peine parce que ce séminaire m'est très profitable. » C'était une réponse étonnante à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et si je n'avais rien demandé, j'aurais sans doute ruiné ma journée parce que j'imaginais le pire. Et naturellement, j'aurais eu tort. Et vous,
Faites-vous souvent des hypothèses, bonnes ou mauvaises, sans vérifier si elles sont fondées? Par exemple, présumez-vous sans vérifier que tous les participants d'un projet important auront complété leurs travaux à temps? Avez-vous vérifié s'ils disposaient de toute l'information nécessaire? Supposez-vous, sans confirmation de leur part, qu'à la fin de la réunion, chacun sait exactement ce qu'il doit faire afin que les échéances soient respectées? Imaginez un moment comme il serait beaucoup plus facile de ne rien supposer et de dire: John, vous devez remplir ce rapport d'ici vendredi prochain. Êtes-vous d'accord? Et Mary, je veux que vous obteniez cette citation de l'éditeur vendredi à 17h. Est-ce que cela vous va? Nous hésitons surtout quand il pourrait s'agir de mauvaises nouvelles. En général, c'est lorsque nous nous attendons au pire que nous ne voulons pas vérifier ce qu'il en est. Nous avons tout simplement peur du résultat. Si je rentre du travail et que mon épouse semble de mauvaise humeur, je peux très bien m'imaginer qu'elle est en colère contre moi. Je pourrais réagir en me faufilant dans la maison sur la pointe des pieds, en pensant que j'ai fait quelque chose de travers dans l'attente d'une explosion de colère. Mais ne pensez-vous pas qu'il serait sain si je demandais simplement: tu sembles préoccupé, chérie. Quelque chose ne va pas? Dis, et dès que vous vous donnez la peine de vérifier, deux choses se produisent. Dès que vous vous donnez la peine de vérifier, deux choses se produisent. D'abord, vous découvrez la vérité. Avez-vous vraiment commis une bourde ou vient-elle simplement de recevoir un coup de téléphone désagréable de sa sœur et vous n'étiez pas au courant? Ensuite, vous avez la possibilité de faire quelque chose à ce sujet et l'aider à changer d'état d'esprit, car vous savez vraiment de quoi il s'agit. Ceci s'applique aussi à d'autres situations qui pourraient améliorer la qualité de votre vie. Par exemple, quand vous présumez qu'il vous sera impossible d'obtenir un billet si tardivement pour le concert qui vous intéresse, ou que vous ne serez jamais admis au programme des beaux-arts, que vous ne pouvez pas vous permettre le meuble d'époque qui irait si bien dans votre salle à dîner, il est tellement plus simple de se renseigner. Vérifiez en utilisant des phrases telles que: je me demande si, serait-il acceptable de, que pensez-vous de, est-il possible d'obtenir, que devrais-je faire pour, et à quelles conditions seriez-vous disposé, ou autres questions semblables. Veux-tu dire que, point de suspension. Pour aider les gens à améliorer la communication dans leur relation de couple, je leur enseigne une autre technique qui sert à valider les hypothèses. Je l'appelle la méthode veux-tu dire que. Supposons que ma femme me demande de l'aider à faire le grand ménage du garage le samedi suivant. Je refuse sans autre explication. Il est possible que ma femme immédiatement tire des conclusions et pense: Jack est en colère contre moi. Mes besoins le laissent indifférent. Il s'en fiche que je ne puisse plus garer ma voiture dans le garage à cause du désordre qui y règne, etc. Mais en utilisant l'approche veux-tu dire que, elle ne présume de rien, mais demande plutôt ce que je pense vraiment. Jack, me demande-t-elle alors, veux-tu dire que tu ne m'aiderais jamais à faire ce ménage, que tu veux que je le fasse toute seule? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Veux-tu dire que tu préférerais faire autre chose? Non, ce n'est pas ce que je veux dire non plus. Veux-tu dire que tu seras trop occupé à cause d'un engagement dont je ne suis pas au courant?
Oui, c'est exactement cela. Voilà ce que je veux dire. Je voulais dire. Je suis désolé de ne t'en avoir pas parlé auparavant. Cela m'a échappé. Souvent, les gens n'offrent pas spontanément des motifs de leur décision. Ils refusent simplement sans plus d'explication. Les hommes sont plus enclins à réagir de cette façon. Et avant de vous mettre à critiquer les gens, sachez qu'il y a un principe qui recommande de ne pas vous justifier. Les femmes vous donneront 1001 raisons de ne pas faire telle ou telle chose. Les hommes, eux, iront droit à l'essentiel sans donner de précision. En posant la question, veux-tu dire que vous aurez une meilleure idée de la situation? Vous ne serez plus dans le doute. À vous demander ce qui se passe. Augmentez vos chances de succès en vérifiant. Vérifier le bien fondé de vos suppositions améliore vos communications, vos relations, la qualité de votre vie. Au travail, cette stratégie améliorera votre rendement et votre productivité. Les résultats ne tarderont pas à suivre. Vos travaux seront toujours prêts à la date d'échéance et réalisés avec plus de minutie. Vous ne formulerez plus d'hypothèses sur la performance des autres. Si vous avez l'impression que Barbara ne terminera pas à temps son rapport, allez lui parler, vérifiez toujours. W.Edward Deming, le brillant expert en système, a grandement contribué au boom japonais après la Seconde Guerre mondiale. C'est en grande partie grâce à ses méthodes et expertises que ce pays a pu s'imposer comme chef de file dans l'industrie automobile, en électronique et dans la production de biens manufacturés sur tous les continents. Un jour, il a dit que le premier 15% de tout projet est le plus crucial. C'est le moment ou jamais d'être concis, de réunir de l'information détaillée, pertinente et de vérifier les données. Par exemple, si vous vous engagez dans une relation d'affaires avec une autre personne, vous déterminez d'entrée de jeu dans les premiers 15% la façon de travailler ensemble, de résoudre les conflits, la stratégie à adopter si un des associés veut quitter la société, les critères utilisés pour garantir une participation équitable de chacun, et ainsi de suite. La plupart des conflits qui émergent en cours de route proviennent d'hypothèses qui n'ont pas été élucidées au départ. Les associés n'ont pas été parfaitement clairs et ils n'ont pas formulé explicitement tous les éléments de l'entente. M. Deming affirme aussi qu'au début de la plupart des projets, trop de personnes se lancent à l'eau sans d'abord vérifier les faits. Ils ne savent même pas comment évaluer le succès. Comment peut-on savoir si on a gagné? A-t-on fondé une entreprise simplement pour faire de l'argent ou avait-on en tête un objectif social? Envisage-t-on de la vendre rapidement pour encaisser un profit et prendre sa retraite ou parce qu'elle pourrait servir de programme politique ou pour régler certains problèmes sociaux? Quel est votre but? Quelles sont vos valeurs fondamentales? Avez-vous une stratégie pour y mettre un terme le cas échéant? Les règles et leur interprétation. Bien sûr, la règle du 15% s'applique aussi à tout autre projet personnel. Vous rappelez-vous l'histoire de Tim Ferriss, cet adepte du kickboxing, devenu champion après seulement 6 semaines d'entraînement? La morale de cette histoire, c'est qu'il n'a rien présumé au sujet des règlements de ce sport, mais qu'il a fait sa propre enquête. Il a appris, entre autres, que si l'adversaire quitte les limites de la surface de combat à 2 reprises au cours du même round, il est disqualifié. La plupart
des gens identifient ce sport comme une épreuve de coups de poing et de coups de pied. Tim Ferriss, lui, avait été entraîné à la lutte. Alors, il a dit à son entraîneur, ne m'enseignez pas comment mettre KO mon adversaire. Montrez-moi comment le bousculer hors de la surface réglementaire sans subir moi-même ses coups dévastateurs. Et c'est en appliquant cette stratégie qu'il a gagné le championnat. Il avait fait ses devoirs et connaissait les vrais règlements de ce sport, contrairement à la plupart des amateurs qui, eux, croient les connaître. Dans la vie, il y a beaucoup de situations où il existe une marge de manœuvre entre les règles explicites et la pratique courante. Si vous ne demandez pas et tenez simplement pour acquis que vous ne pouvez accomplir certaines choses, il est possible que vous laissiez filer une occasion où vous auriez pu facilement réussir en mettant à profit un point faible, en trouvant une échappatoire ou en dévoilant un fait peu connu qui vous aurait été révélé en faisant un peu de recherche. En fait, ce que vous auriez découvert si vous étiez informé. Merci, ce sera tout pour ce principe 52.